On va passer à une information qui nous est parvenue ces dernières heures. Face à cette menace russe, Bruxelles prévoit de dépenser un peu d'argent sur une période 2021-2027 pour renforcer ses infrastructures militaires. Il y a des pays qui se préparent, Laura Pouget, 3 pays européens qui ont décidé de s'unir pour créer un corridor militaire vers l'Est. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, Anne, d'un accord d'intention signé le 30 janvier dernier entre ces 3 pays, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Pologne, via leur ministre de la Défense. Son but, faciliter les transports de troupes et de matériel entre eux, soit créer un corridor, en effet, de l'ouest jusqu'à l'est. Regardez sur ma carte. Nous unissons nos forces à celles de l'Allemagne et de la Pologne dans le domaine des délocalisations militaires. J'ai signé une déclaration d'intention visant à standardiser et minimiser les règles, a commenté sur X la ministre néerlandaise le jour de la signature de l'accord. Plus cash, le ministre polonais, lui, s'est ainsi justifié. La guerre à grande échelle qui se déroule en Ukraine montre l'importance du déplacement rapide des troupes alliées. Par cet accord, les 3 pays prévoient d'abord de s'attaquer à tout ce qui ralentit les mouvements militaires. Exemple cité, les ponts trop bas pour le matériel ou les montagnes de papier à remplir pour transporter des munitions. Ils veulent également uniformiser les conditions de ces mouvements. Exemple, donner la priorité aux trains militaires sur les trains civils ou encore simplifier le passage aux frontières. Enfin, ils souhaitent développer le soutien logistique sur le corridor avec la création d'aires de repos et de ravitaillement en carburant sur son tracé. Enfin, il y a 3 pays qui ne sont pas les seuls à se mobiliser, Laura. Non, c'est l'Europe tout entière qui se met sur le dossier. Au total, elle a prévu de dépenser 1,7 milliard d'euros sur la période 2021-2027 pour moderniser ses infrastructures militaires de transport. Au programme, des travaux dans les ports de la mer du Nord, en Suède et en Belgique, dans les aéroports de Lettonie et Lituanie et sur les voies navigables intérieures. En France, la France, où le réseau ferroviaire non plus ne sera pas oublié, puisque la SNCF devrait percevoir 2 enveloppes, une d'un peu plus de 54 millions d'euros pour rénover des gares de triage à usage civil et militaire, l'autre de 3,6 millions d'euros pour protéger les gares de Bordeaux, Metz et Grenoble contre l'éventualité de coupures de courant massives. Mais ces efforts financiers ne résoudront pas tous les problèmes. Dans cet article, nos confrères du Monde relatent ainsi un incident survenu en 2022. L'Allemagne avait refusé l'autorisation de passage aux camions transportant des chars Leclerc français qui devaient aller jusqu'à la Roumanie pour renforcer la frontière avec l'Ukraine. Motif, réglementation européenne et poids de la marchandise, c'était trop lourd. Alors pour y remédier, souligne Le Monde, certains pays avancent l'idée d'un Schengen militaire qui permettrait de faire voyager troupes et matériel sans barrières administratives. Mais il reste un obstacle, obtenir vite l'accord des 27 et franchir surtout l'opposition hongroise. En choisissant l'union à 3 dont je vous parlais tout à l'heure, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne ont aussi voulu aller vite plus vite. Merci beaucoup Laura pour ces précisions. On est encore dans non pas le domaine du rêve, on prend conscience aujourd'hui, et c'est bien depuis 2 ans que Poutine est un homme dangereux, Isabelle Dufour. Mais est-ce que nos belles idées, nos réflexions suffisent face à quelqu'un qui, malheureusement, à commencer par les Ukrainiens, agit ? Alors, la prise de conscience de cette nécessité d'un Schengen militaire, elle date pas non plus de 2022. C'était après 2014, à partir de 2015 à peu près, que l'OTAN a commencé à réfléchir et à sortir des rapports là-dessus. Et à dire que ça serait nécessaire parce que tout simplement la frontière avait reculé. En fait, j'ai pu défendre jusqu'à l'Allemagne de l'Ouest, mais et potentiellement juste des pays baltes jusqu'à la Moldavie. Donc c'est quand même une réflexion qui a une petite dizaine d'années maintenant. Elle avance pas beaucoup parce que il faut bien comprendre qu'on est en temps de paix et que les normes civiles, les normes auxquelles sont soumis les militaires sont des normes civiles et des normes de temps de paix. C'est-à-dire que ceux qui pensent que c'est un problème simple n'ont pas compris la logistique, en fait, je pense. C'est-à-dire que les routes sont faites dans chaque pays pour supporter un certain tonnage. Donc c'est logique que chaque pays ait sa réglementation propre parce qu'ils ne fabriquent pas les routes de la même façon. Parce que les routes... Comme la largeur des voies ferrées. On est à peu près comme la largeur ou la classe des ponts. La largeur des voies ferrées, oui, c'était une nécessité militaire à la base. Mais les routes, c'est aussi des nécessités géographiques. Enfin, ils gèlent pas en Espagne comme ils gèlent dans les pays nordiques. Donc vous fabriquez pas les routes de la même façon. Donc vous mettez pas les mêmes normes dessus, en fait. Donc il y a plein de normes qui ont une utilité nationale et qui seraient difficilement transposables au niveau européen. Ça serait compliqué, en fait, d'avoir une réglementation européenne sur toutes les normes. Donc c'est plus logique
même sans parler de l'opposition de certains pays, type Hongrie, d'avoir des accords bi- ou multilatéraux sur certains itinéraires, ce qui se faisait en fait du temps de la guerre froide, où les itinéraires étaient plus simples, puisque évidemment on n'avait que l'Europe de l'Ouest à défendre, et d'avoir ces accords en fait sur certains itinéraires et de prévoir des couloirs d'acheminement comme ça. Ouais. Benoît Billon, tout ça est fait pour qu'on se déplace très rapidement, c'est ça ce que vous Oui, c'est ça. Alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit Isabelle. Il ne faut pas oublier que l'OTAN, à l'origine, c'est une alliance militaire, mais c'est aussi un formidable outil de standardisation des différentes procédures, des différentes réglementations des États membres. C'est quelque chose qui avait été un petit peu négligé après la fin de la guerre froide et qui est en train d'aujourd'hui être revitalisé. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir très rapidement déployer des renforts. Et quand les Américains déploient des forces, de leur donner aussi la capacité d'aller très vite des ports de l'Europe de l'Ouest vers la zone de crise qui est l'Europe orientale, on n'est pas dans une logique réellement de guerre. Je dirais que la guerre, c'est le scénario du pire, mais on est dans une logique de ce qu'on appelait pendant la guerre froide la manœuvre de crise, c'est-à-dire s'il y a une crise internationale avec la Russie demain, non plus sur l'Ukraine, mais sur par exemple les pays baltes, ou la Pologne, ou la Moldavie, ou la Roumanie, l'objectif est de très rapidement pouvoir faire une démonstration de force aux frontières ou dans le territoire de ces États, avec une force suffisamment dissuasive pour que les diplomates reprennent la main et qu'on n'en arrive pas à une troisième guerre mondiale en substance, c'est-à-dire une guerre entre puissances nucléaires de part et d'autre. Colonel, est-ce qu'on a compris que Poutine était quelqu'un de dangereux et qu'il ne s'arrêterait peut-être pas à la conquête de l'Ukraine, au moins dans un premier temps? La dissuasion, c'est bien, mais pouvoir répondre de la même façon que le maître du Kremlin, c'est peut-être mieux. Alors, je ne suis pas d'accord du tout avec l'assertion selon laquelle les Russes pourraient intervenir en Europe. Je crois que ce n'est pas le moment. Et je pense que les Russes ont d'autres activités. Aujourd'hui, ils ont d'autres préoccupations. À moyen terme, j'en sais rien. À court terme, c'est impossible. Moyen terme, j'en sais rien. À long terme, j'en sais rien. Rien. Mais à court terme, en tout cas, ce n'est pas le sujet. Par contre, quel est le problème? C'est la perception qu'ont eu les Européens. Maintenant, on vient de la voir, du fait qu'il y avait un problème, qu'on était faible collectivement, parce que ni l'OTAN ni l'Europe ne répondent à la problématique. Et deux, les États européens, dans nos armées, il y a de telles baisses de budget depuis quasiment 20 ans, depuis les années 90, pour faire court, qu'aujourd'hui, nos armées ne sont plus, je dirais, elles sont plus à la taille suffisante. Quand on parle de haute intensité, que vous avez 100 000 morts de part et d'autre, ben, comment vous faites avec une armée qui a 7 brigades, je parle de l'armée française, donc ça fait 50 000 hommes ou 56 000 hommes disponibles pour aller au combat, donc c'est pas beaucoup. Donc on vient de percevoir ça. Donc qu'est-ce qui se passe? On réalise maintenant, depuis le mois de janvier, donc ça fait un mois, en fait, que la guerre, elle vient de commencer. Qu'en fait, la guerre va être longue, il va se passer plein de choses. Donc on s'organise. On s'organise à deux niveaux. On voit bien que l'Europe, aujourd'hui, est moteur. Rappelez-vous le discours la semaine dernière, le mois dernier, de Thierry Breton. Ils vont faire un grand fonds de 100 milliards. 100 milliards, c'est une somme considérable. La FEP, la Facilité européenne de paix, est montée de 5 milliards à 27 milliards. Donc les sommes sont absolument considérables. Et le discours du président Macron est un discours absolument offensif, en disant qu'il va redonner des blindés, particulièrement des scalps, etc., etc. Donc on voit que l'ensemble de l'Europe se réorganise. Et la partie logistique, si vous voulez, c'est le tube. D'où l'idée d'une armée européenne, parce que si on monte... Mais il faut injecter un médicament, un vaccin, il faut une seringue. Et donc il faut amener ça le plus vite possible au niveau le plus haut. Le problème, c'est que je me dis, ça fait que 2 ans que c'est de la guerre, soi-disant. On a tous cru que ça allait s'arrêter dans 3 minutes. Et là, on réalise que ça va durer. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que n'a-t-on pas réfléchi à ce sujet-là il y a encore un an, minimum. Et c'est valable pour les FCF, c'est valable pour toute une série de sujets. Donc là, il y a une prise de conscience globale, générale, qui fait qu'on commence à être réellement inquiet face à la problématique russe. On s'est peut-être réveillé, on va continuer de débattre sur cette question, mais je voudrais qu'on écoute cette prise de parole de notre ministre des Affaires étrangères hier. Les mots sont lâchés, ils valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, les choses sont dites. Donc oui, il nous faut une deuxième assurance vie, pas en substitution, pas contre l'OTAN, mais en addition. Et je pense que là-dessus, on est totalement d'accord. Ça veut dire d'abord agir sur le pilier européen de l'OTAN, et puis ça veut dire aussi nous-mêmes construire une industrie de défense, nous-mêmes acheter en européen dans le cadre de nos industries de défense. Et puis, ça veut dire également se préparer en cas de conflit. Isabelle Dufour, est-ce qu'on en fait assez? Il y a ce discours de Stéphane Séjourné, et puis il y a Sébastien Lecornu, dans un entretien au Dauphiné Libéré, qui dit, lui, on a sauvé l'armée française, qui se félicite de l'augmentation du budget de la défense, de la loi de programmation militaire, en disant, oui, finalement, c'est pas mal, on est passé d'un budget de 30 milliards d'euros par an à 69 milliards d'euros par an.
Déjà, je ne sais pas si l'armée française avait besoin d'être sauvée. Quand même. Et, non, mais les mots sont assez... Les mots sont extrêmement forts, voire violents pour l'armée française. Et c'est, moi, je trouve ça dommage que des responsables politiques, depuis plus de 10 ans, 15 ans, en fait, ne soient pas plus prudents en fait, dans le choix de leurs mots, parce que ça a un impact sur la perception qu'ont... Alors évidemment les Français, mais aussi tous les pays étrangers, et y compris les pays ennemis, de la capacité de l'armée française. Elle n'est pas en super grande forme, il y a eu des restrictions budgétaires qu'on connaît, c'est une armée échantillonnaire, tout ça on le sait. Ça reste quand même une grande puissance militaire mondiale. Enfin, faut rester mesuré dans le choix quand on lit Sébastien Lecornu, on a l'impression qu'elle était à l'agonie, cette armée française. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Elle a une expérience opérationnelle qui est précieuse et rare. Elle a la capacité extrêmement rare d'intervenir dans absolument toutes les dimensions, du nucléaire à la contre-insurrection et à tous les segments de la haute intensité, sans pouvoir la tenir pendant des semaines. On en a assez parlé. Mais ce n'est pas une armée... Non, je ne pense pas que les soldats troisième rang non de plus, l'opération Barkhane étaient une sous-armée. Nous sommes tout à fait d'accord. Absolument. Mais c'est souvent... C'est une armée différente, surtout de ce que s'aperçoit aujourd'hui qu'il faudrait, s'il fallait, lutter effectivement sur le front de l'Est, comme on l'a appelé pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir que, comme le disait Isabelle, c'est une armée qu'on peut projeter très très rapidement, assez loin. On a en prime un porte-avions qui nous permet un appui aérien à peu près n'importe où dans le monde, pour peu qu'il soit positionné au bon endroit. Mais c'est pas une armée, on n'en a qu'un, on verra si on en a deux plus tard. On verra aussi s'il y a besoin, justement, dans un cadre européen, d'avoir deux porte-avions. Est-ce qu'il ne faut pas mutualiser ? Ça, ce sont des choix politiques extrêmement lourds que Vladimir Poutine nous oblige à nous poser, d'ailleurs. Parce que, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la France, c'est la dissuasion nucléaire et les Rafales, et que d'autres pays peuvent se charger Ce sont les fantassins. Ou des bâtiments de surface, ou nous des sous-marins aussi, puisqu'on a une énorme expertise en la matière. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas une armée capable de mener une guerre de haute intensité pendant des mois et des mois, voire des années. Mais ce n'est pas ce dont on avait besoin jusqu'à maintenant. On avait besoin de gérer des crises, il reste quelques pays dans le monde, en Afrique ou autre, qui ont la possibilité de faire la guerre comme on l'a fait, et encore même pas en 14, mais comme on l'a fait en 39. Oui, ça implique des budgets. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il reste quoi ? Il y a 4-5 pays dans le monde. Il faut la Chine, la Russie. Mais il y a un point très important. Le problème, vous savez, c'est qu'on est passé, on a changé de modèle. Si vous voulez, la fin de la projection, la fin globalement. Si vous voulez, l'éruption de la Russie en Ukraine a provoqué une prise de conscience qui faisait qu'on avait un outil militaire qui n'était plus adapté. Parce qu'on l'avait adapté sur un modèle opérationnel. On est un modèle à 200. On a 200 chars Leclerc, on a 200 hélicoptères et 200 avions. Ouais. Alors ça, c'était valable pour aller dans le désert, pour aller intervenir, pour lutter contre tout ce qu'on voudra. Il nous reste que 200 hélicoptères ? Ben non, oui, on avait 400, on est passé à 200. On avait 600 d'avions, on est passé à 200. Ben on a 200 Leclerc. Et les chaînes de Leclerc ont été arrêtées en 2007. Donc demain matin, si on veut des chars lourds, il va falloir mettre de la chenille. Et il faudra acheter des léopards. Donc le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période extrêmement... Non, mais c'est j'aime bien dire ça. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que les politiques et les militaires, ils sont assez satisfaits de leur armée. Moi, j'en fais partie. Donc, je sais très bien comment elle fonctionne. C'est une très bonne armée. Le problème aujourd'hui, c'est l'adaptation. Avant, on était sur un modèle du fort au faible. Ça allait bien, les guerres asymétriques. Dès lors que vous passez sur un modèle du fort au fort, ça change absolument tout. Il faut des dépôts de munitions, il faut de l'armement lourd. Un exemple. Une logistique totalement délirante. Notamment les corridors peuvent répondre en partie. Tout ça change tout. Et c'est le grand sujet sur lequel on est aujourd'hui. En fait, on se focalise surtout sur la question des matériels, comme vous le dites, mais je pense que la plus grande problématique pour une armée pour remonter en puissance, c'est la question des hommes. Oui. Enfin, vous n'avez pas assez d'avions de chasse, vous en achetez ailleurs et vous mettez vos pilotes de chasse déjà formés sur ces avions-là. C'est possible. Pour former un pilote de chasse et former des escadrons complets et une capacité opérationnelle aérienne, c'est des dizaines d'années, quoi. On le voit pour l'Ukraine, d'ailleurs. Et on le voit pour l'Ukraine, ce sont les capacités humaines qui sont les plus longues. Et ça, on n'a pas perdu. Ça. Le choix politique qui a été fait à la fin de la guerre froide et qui est jusqu'à aujourd'hui le choix politique de la France, ça a été de dire nous avons une armée qui, en fait, on dit échantillonnaire, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir en magasin toutes les compétences pour, le jour venu, pouvoir nous donner la base de compétences qui permettrait une remontée en puissance. Mais poser la question de la remontée en puissance,
Oui, c'est la question des matériels, mais effectivement, c'est la question de la mobilisation. Qu'est-ce qu'elle avait, l'armée française, jusqu'en 1997? Elle avait quelque chose qui s'appelait le service militaire. Et donc, poser la question de cette remontée en puissance pour de la haute intensité, c'est poser la même question qu'ont les Ukrainiens et les Russes aujourd'hui, c'est la question de la mobilisation des hommes et de la mobilisation de l'économie. Aujourd'hui, ce n'est pas la trajectoire politique que nous suivons. Notre armée, juste d'un mot, on va parler de quelqu'un qui dispose d'une armée conséquente, bien équipée, Donald Trump. Mais notre armée, c'est quoi, 50, 60 000 hommes seulement? 77 000 en force opérationnelle terrestre. Combattants. Combattants.